Cameron et Elisa sont étudiants à l'université de Floride. Ils appartiennent aussi à un collectif de jeunes progressistes qui organise la résistance face à la politique conservatrice menée par Ron DeSantis, le gouverneur de l'État. Au cœur de leur combat, l'interdiction de certains livres à l'école. Les professeurs de droit vous diront que le fascisme commence par l'interdiction de la littérature, et c'est ce que nous voulons exprimer avec ces mots. Pour beaucoup de jeunes appartenant à la communauté LGBTQ, l'école est un lieu de libre expression, ce qui n'est pas toujours le cas des familles. J'ai grandi dans une famille très conservatrice, partisane de Donald Trump et de Ron DeSantis. Je n'avais pas de modèle auquel m'identifier étant enfant. Et c'est grâce à la librairie de l'école que j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens comme moi. Pour faire passer leur message, ces jeunes militants se rendent aujourd'hui dans le comté de Brevard, où se trouve l'un des conseils scolaires les plus radicaux de Floride. Ils y distribueront ce jour-là une 60aine d'ouvrages interdits. Là, nous avons l'adaptation du journal d'Anne Frank. Vous vous rendez compte ce que ça dit sur l'état de nos écoles publiques qu'ils soient interdits? Et Toni Morrison, une auteure reconnue, je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est juste absurde. De grands classiques retirés des bibliothèques scolaires pour protéger les enfants de contenus obscènes identifiés dans les livres. C'est l'argument en tout cas avancé par les Moms for Liberty. Cette armée de guerrières, comme elles se définissent, sont devenues en quelques années les terreurs des écoles. Ces respectables mères de famille, comme Catalina Stubby, surveillent aujourd'hui comme le lait sur le feu les lectures de leurs enfants. Le sexe et les questions raciales sont devenus leur obsession. Est-ce que cette censure des livres n'a pas dérivé avec le temps? On a vu ici en Floride, ce sont les chiffres qui sont communiqués, plus de 1400 livres retirés des bibliothèques scolaires. On a choisi celui-ci parce que c'est vrai qu'il nous parle à nous Français. C'est l'adaptation française du journal d'Anne Frank. C'est une œuvre référente qui est accessible. Alors évidemment, à partir d'un certain âge, on ne va pas le proposer à un enfant de 6 ans, mais imaginons à une adolescente de 12 ans qui est du même âge qu'Anne Frank. On a du mal à comprendre ce qui dérange dans cet ouvrage précisément. Chaque livre qu'on a proposé d'enlever directement de les classes, directement de les librairies à l'intérieur des écoles, il y avait une description explicite à niveau littérature d'un acte sexuel, de comment le faire ou de comment ça se passait. Ce n'est pas le cas dans celui-ci. Effectivement, Anne Frank fait référence à ses fantasmes en tant qu'adolescente. À 12 ans, elle décrit ses premières règles, ses fantasmes aussi pendant cette période où elle doit vivre cachée avec un autre garçon de son âge. En aucun cas, le genre de scène que vous décrivez est décrit dans cet ouvrage-là. En l'occurrence, cet ouvrage est un ouvrage sur le témoignage d'une jeune fille pendant la Shoah. Ça, c'est pas le vrai une adaptation livre en bande dessinée, voilà. Pourquoi les écoles supervisée par la fondation Anne Frank, qui est à l'origine de l'ouvrage d'Anne Frank. Pourquoi l'éducation, c'est pas centré en monter les niveaux académiques de chaque enfant? Pourquoi on n'est pas en train de mettre des livres d'histoire, des livres de maths, des tutoring? Et si on est en train d'ouvrir des clubs, des LGBTQ, des Satan, des autres qui n'ont rien à voir pour l'éducation. Avec de tels propos, les Moms for Liberty, fondées à l'origine pour s'opposer aux restrictions sanitaires dues au Covid, ont réussi en quelques années à faire des petits. Répartis dans un peu plus de 300 antennes, le mouvement revendique aujourd'hui quelques 130 000 membres à travers les États-Unis. Un groupe récemment ajouté aussi à la liste des organisations haineuses par la Southern Poverty Law Center, au même titre que les Proud Boys ou le Ku Klux Klan. Les Moms for Liberty ont aujourd'hui fait du contrôle parental de l'éducation une priorité qu'elles aimeraient voir porter jusqu'à la Maison-Blanche. Pourtant, dans les faits, ces idées ultra-conservatrices ne sont partagées que par une petite minorité de parents.
Toutes les interdictions de livres en Floride l'ont été à cause de plaintes de moins de 5 personnes. Katie Blankenship a récemment pris la tête de PEN America en Floride. La célèbre organisation, porte-étendard de la liberté d'expression, vient d'ouvrir dans l'État un bureau tout neuf, non loin de cette librairie engagée. L'initiative a été portée par de célèbres auteurs comme Michael Connelly. L'objectif, organiser la résistance. Ceux qui sont les plus démunis et qui n'ont pas les moyens de se déplacer sont les plus touchés. Il y a énormément d'enfants qui rentrent chez eux tous les soirs avec leurs propres clés parce que leurs parents travaillent et qu'ils ne peuvent pas aller à la bibliothèque publique. Et ils n'ont certainement pas une carte de crédit pour aller sur Amazon se procurer les ouvrages qu'ils cherchent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Floride est devenue un incubateur de la censure, une sorte de modèle que les conservateurs utiliseraient pour faire rayonner un peu partout dans le pays? Ceux qui poussent pour un agenda extrémiste dans ce pays se servent de la Floride comme d'un cas d'école pour le reste des États-Unis. C'est ça qu'il se passe. Les lois qui ont été les plus dommageables en Floride sont en train d'être copiées un peu partout. Mais moi, je pense que la Floride va être un cas d'école de la façon dont on résiste, de la façon dont on dit stop. Tout le monde va voir ça et ce sera une vraie leçon que va donner notre État. Lueur d'espoir pour Katie, Cameron ou Elisa. Ces dernières semaines, face à une accumulation de dérives, le gouvernement de Floride a commencé à enclencher la marche arrière. Ron DeSantis lui-même a apporté son soutien public à une proposition de loi introduisant une taxe de $100 en cas de contestation retoquée. Donald Trump, lui aussi très sollicité par sa base réactionnaire, semble avoir pris ses distances avec le sujet. Une question peut-être trop sensible et risquée en année présidentielle.